Chaque centimètre que la Russie prend en Ukraine a un coût brutal. Les chars brûlent, les groupes d'assaut disparaissent, et des offensives entières s'arrêtent pour le moindre bout de terrain. Parce que l'Ukraine s'est transformée en quelque chose d'à peu près impossible à avaler. Un porc-épic d'acier. Un pays hérissé de drones, de missiles, de mines, de défenses en profondeur, et une armée qui a appris à punir chaque avancée. Avancez, et les pics en sortent. Chaque pas fait mal. Chaque tentative de percer devient un bain de sang. C'est pourquoi la Russie saigne pour chaque centimètre. Et l'idée derrière cette stratégie vient de l'un des animaux les plus faussement inoffensifs de la nature, le porc-épic. Ces petits rongeurs seraient des proies faciles pour toutes sortes de prédateurs. Des hiboux et des aigles au lynx, loups et coyotes, s'il n'y avait pas la fameuse couche de piquant qui recouvre leur corps. Ces poils durcis offrent au porc-épic l'un des mécanismes de défense naturels les plus puissants que Mère Nature ait jamais inventé. Chaque créature peut en avoir plus de 30 000 au total. Pointus, rigide et muni de barbe, il se détache aisément du porc-épic et s'enfonce dans tout prédateur trop proche. Il rend les porcs épics difficiles à consommer pour les créatures plus grandes, tout en constituant un avertissement visuel clair, décourageant les prédateurs de tenter de les attaquer. Cela permet aux porcs épics de survivre et prospérer, même là où rôdent des créatures bien plus grandes et fortes. Dans le même esprit, la stratégie du porc-épic d'acier est conçue pour aider l'Ukraine à repousser les assaillants et à résister aux invasions, même lorsqu'elle doit affronter des ennemis bien plus grands comme la Russie. Les concepts fondamentaux de cette stratégie sont assez simples. Plutôt que de se concentrer sur la projection de puissance vers l'extérieur et le renforcement de ses capacités offensives, le pays concerné, en l'occurrence l'Ukraine, se concentre plutôt sur la maximisation de ses défenses, en construisant ses piquants sous la forme d'armes défensives denses, de systèmes anti-aériens multicouches, d'infrastructures renforcées et de solides capacités de résistance civile. L'objectif final n'est pas réellement de vaincre une grande force d'invasion ou un agresseur, mais de rendre la simple perspective d'une invasion tellement difficile, coûteuse et douloureuse qu'il n'ait même pas envie de tenter l'opération. En bref, il s'agit de dissuasion. Les piquants du porc-épic dissuadent les prédateurs de s'approcher trop près de lui, les incitant plutôt à chercher ailleurs des proies plus faciles et moins protégées. La stratégie du porc-épic d'acier suit la même idée, en rendant un pays tellement fortifié que tout agresseur potentiel est obligé d'y réfléchir à 2 fois avant de l'attaquer. C'est simple en théorie. Mais mettre réellement cette stratégie en pratique peut demander des années, voire des décennies d'efforts. Parce qu'un pays qui veut s'imposer comme un porc-épic d'acier doit développer et déployer un vaste réseau de défense interconnecté. Cela peut inclure des moyens d'interdiction d'accès et de déni aérien, comme des missiles, des mines et des drones, ainsi que des équipements de guerre asymétriques, comme des missiles anti-chars portatifs et des systèmes de défense aérienne portables, ou manpads. Ces pays doivent aussi renforcer leurs frontières, en installant des bunkers, des zones d'embuscade et des lignes d'approvisionnement fortifiées. Les porcs épics d'acier modernes doivent aussi affronter des attaques sur tous les fronts, équipés des dernières défenses cybernétiques et de systèmes de guerre électroniques pour contrer les assauts invisibles. Et ils ont besoin que leur population, pas seulement leurs armées mais aussi leurs civils, soient prêtes, disposées et capables de se lever et de défendre leur territoire si jamais une situation de crise survient. Assembler toutes ces différentes pièces du puzzle est un défi énorme, même dans les meilleures circonstances. Imaginez devoir faire cela en pleine guerre, tout en repoussant un adversaire supérieur, subissant assauts, frappes de drones et bombardements quotidiens sur la ligne de front. C'est ce qu'a vécu l'Ukraine. N'importe quel analyste militaire aurait qualifié cela de tâche impossible. Pourtant, comme nous l'avons vu à maintes reprises, pour l'Ukraine, rien n'est impossible. Dès le premier jour de cette guerre, les forces de Kiev ont prouvé qu'elles étaient capables de bien plus que ce que la Russie et le reste du monde leur accordaient. Naturellement, ils ont eu des difficultés au début. Ils se sont soudainement retrouvés face à l'une des plus grandes et puissantes armées du monde. Les troupes russes ont franchi les frontières de l'Ukraine en 2022 depuis plusieurs directions, avançant à toute allure vers les principales villes avec l'intention claire d'anéantir toute résistance sur leur passage. Beaucoup de ces soldats avaient emporté des uniformes de parade. Ils ne se préparaient pas à une guerre longue et éprouvante. Ils pensaient qu'ils défileraient dans les rues de Kiev en quelques jours, que leur soi-disant opération militaire spéciale serait terminée en un rien de temps. Beaucoup en Occident doutèrent de la capacité de l'Ukraine à se défendre,
ce qui a empiré la situation des forces armées ukrainiennes, qui avaient désespérément besoin d'aide et de fournitures étrangères, mais devaient systématiquement attendre pour obtenir une aide sérieuse. En effet, à ce stade précoce, les pays occidentaux étaient tellement préoccupés par le risque d'escalade potentielle de la situation, qu'ils étaient extrêmement réticents à fournir des armes, des blindés ou des systèmes de défense. Au début de 2022, l'Allemagne, par exemple, a tristement proposé à l'Ukraine non pas des chars, des missiles ou des systèmes de défense aérienne, mais seulement quelques milliers de casques. C'est seulement après quelques semaines de guerre, quand l'Ukraine a surpris et que la Russie a échoué à obtenir la victoire rapide attendue, que le soutien occidental s'est intensifié. Même alors, l'aide arrivait souvent avec des réserves. À maintes reprises, Kiev a été forcé d'attendre pendant que les livraisons d'armes étaient retardées, perturbées ou réduites. Comme l'a dit le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lors de son discours à la conférence de Munich sur la sécurité en février 2026. Nous sommes reconnaissants pour chaque livraison, mais les HIMARS ont pris des mois, les chars ont pris des mois, les avions ont pris des années. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un seul jour. L'équipement finissait par arriver, mais souvent en quantité limitée, en mauvais état ou avec des conditions strictes. De nombreux pays interdisent à l'Ukraine d'utiliser leurs armes en Russie, ce qui limite les options de Kiev pour planifier des contre-attaques contre son agresseur. La Russie, quant à elle, a tiré pleinement parti de l'hésitation de l'Occident. Son président, Vladimir Poutine, a régulièrement proféré des menaces, annonçant publiquement son intention de riposter contre tout pays qui oserait intervenir dans son opération militaire spéciale. Pendant ce temps, ses troupes avançaient, augmentant leur agressivité et saisissant leur chance de voler autant de terre que possible. L'Ukraine, piégée et contrainte par des obstacles presque insurmontables, a malgré tout tenu bon. Elle a résisté aux immenses épreuves et défis de ses premiers mois, survivant à une année de guerre après l'autre, et elle tient toujours debout aujourd'hui. La Russie, quant à elle, continue de peiner. Ses forces avancent à un rythme d'escargot. Ses groupes d'assaut sont sans cesse mis en déroute, ses gains sont minimes, et ses perspectives sont de plus en plus sombres. Et ce, malgré le fait qu'elle disposait de presque tous les avantages imaginables dès le début de la guerre. Contrairement à l'Ukraine, la Russie n'avait pas à défendre son territoire sur plusieurs fronts, ni à composer avec des alliés peu fiables ou des retards d'aide. Elle a plutôt pu dépenser une petite fortune pour acheter des drones Shahad à l'Iran, et a même reçu l'aide de l'armée iranienne pour concevoir et développer ces drones dans ses propres usines. Un autre allié, la Corée du Nord, a également fourni à la Russie des munitions, de la main-d'œuvre et même des soldats sur le terrain. Pendant ce temps, la Chine et l'Inde ont continué à investir massivement dans les ressources russes. La Chine fournissait aussi des composants à double usage essentiels au Kremlin pour entretenir sa flotte de blindés et produire drones, bombes et missiles en masse. La Russie avait tout pour elle pendant très longtemps. Pourtant, elle a connu échec sur échec, se ridiculisant sur la scène mondiale et sapant le mythe de longue date, selon lequel son armée était toujours aussi puissante et redoutable que l'emblématique armée rouge de l'Union soviétique. Comme le note un commandant ukrainien, Anatoly Kachenko de la 92e brigade d'assaut séparée. En 4 ans, l'URSS a vaincu l'Allemagne. En 4 ans, les Russes n'ont pris que la moitié de la région de Donetsk. C'est une évaluation frappante, mais tout à fait exacte de l'échec total de la Russie et du succès étonnant de l'Ukraine. Et tout cela s'explique non seulement par l'incompétence de la Russie, mais aussi par la capacité miraculeuse de Kiev à s'adapter, à construire et à renforcer sa stratégie du porc-épic d'acier, tout en repoussant des attaques et des bombardements quasi constants. Avant d'aller plus loin, si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à The Military Show. Nous expliquons tout en détail chaque semaine. Maintenant, l'Ukraine n'a pas réussi à se défendre uniquement grâce à sa détermination, et elle n'y est certainement pas parvenue grâce à des ressources supérieures ou à un budget plus important que son adversaire. Au contraire, tout reposait sur l'adaptation. Dès le début, les forces de Kiev ont dû sortir des sentiers battus. Elles n'avaient pas d'autre choix. Comme le dit Barbey, commandant adjoint du bataillon des systèmes sans pilote de la 63e brigade mécanisée indépendante, le pays a dû recourir à une solution de fortune en prenant de simples drones commerciaux de loisirs et en les transformant en armes jetables et en outils de reconnaissance. Ce geste apparemment simple a tout changé. Tout à coup, avec des yeux dans le ciel partout sur son territoire, l'Ukraine bénéficiait non seulement d'un flux constant et stable de renseignements, mais rendait aussi presque impossible à son ennemi d'agir sans qu'elle en soit informée. C'est devenu, dans les faits,
la première ligne de défense dans la stratégie du porc-épic d'acier de l'Ukraine. Des véhicules aériens sans pilote bon marché et relativement rudimentaires ont formé un redoutable mur de drones que la Russie peine à contourner depuis lors. Parce que non seulement ces drones scannaient les environs et fournissaient des données précieuses aux unités au sol, mais ils étaient aussi utilisés pour riposter contre l'ennemi, en ciblant les points faibles des chars, des véhicules blindés et des transports de troupes, éliminant ainsi l'avantage blindé de la Russie, un véhicule à la fois. Aujourd'hui, des années après le début du conflit, l'Ukraine a les moyens de produire littéralement des millions de ces drones, et la Russie a pour une fois dû s'adapter. Au lieu de poursuivre le déploiement de colonnes de chars et blindés au-delà de la frontière, elle a choisi d'envoyer uniquement des escouades d'infanterie, sacrifiant des dizaines d'hommes sans protection ni soutien blindé. C'est une stratégie suicidaire, et les chiffres le confirment. Le Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS, note que depuis le début de l'invasion, la Russie a subi bien plus d'1 million de pertes, soit bien plus que lors de n'importe quelle guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. En fait, elle a perdu bien plus d'hommes dans ce seul conflit que dans toutes les guerres auxquelles elle a participé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Poutine pourrait soutenir que toutes ces morts en valent la peine, si la Russie réalisait réellement des avancées significatives sur le terrain, capturant des villes et des villages avec facilité et rapidité. Mais ce n'est pas le cas. Le rapport du CSIS poursuit en notant que la campagne de conquête de la Russie avance à un rythme d'escargot. Avec un rythme moyen de 15 à 70 mètres par jour, lors de leurs offensives majeures, ce qui reste plus lent que presque toutes les grandes campagnes offensives des guerres du siècle dernier. Malgré toute leur technologie moderne et leurs connaissances, les troupes russes gagnent du terrain plus lentement que les forces alliées pendant la Première Guerre mondiale, et elles meurent en nombre toujours croissant chaque mois qui passe. Parce que le porc-épic d'acier devient plus fort. L'Ukraine dispose non seulement de plus de drones que jamais, mais aussi d'une plus grande variété, allant de simples modèles de reconnaissance à de grands drones bombardiers, pouvant détruire des usines d'armement et des stocks de munitions ennemies. Avec autant d'options, la Russie a de plus en plus de mal à s'en défendre. Ses troupes ne savent jamais quel type d'arme pourrait leur arriver dessus. Un correspondant de guerre russe a résumé la situation sombre à laquelle sont confrontées les forces de son pays, à la fin de 2025, en déclarant que l'espérance de vie moyen d'un soldat d'assaut russe n'est que de 12 jours, et que ces mêmes soldats n'ont qu'une chance sur 2 d'atteindre la ligne de front sans être tués en chemin. Même ceux qui atteignent le front sont inévitablement condamnés, envoyés en mission suicide dans des territoires hostiles. Mais les équipages de drones et les unités d'artillerie ukrainiens n'attendent que de les éliminer un par un. Grâce à cela, l'objectif de l'Ukraine de faire grimper encore plus le nombre de pertes russes, jusqu'à atteindre la barre des 50 000 pertes russes par mois, ne semble plus impossible ni même excessivement ambitieux, mais véritablement réaliste. Et si Kiev y parvient, la Russie pourrait bien être condamnée, car elle n'est plus en mesure de recruter des troupes en quantité suffisante pour remplacer celles qui ont été tuées ou blessées. Son armée n'est plus en expansion, mais stagne et commence même à diminuer. Avec moins de soldats sur le terrain et une réticence à utiliser des blindés, l'offensive russe deviendra désormais plus lente, plus faible et coûteuse. L'Ukraine continue simplement de renforcer ses défenses, d'ajouter des lignes fortifiées et de multiplier les moyens de rendre l'invasion russe la pire décision de l'histoire de la Russie. Cela ne concerne pas seulement les drones, mais aussi les missiles. Tout au long de 2024 et 2025, l'Ukraine a beaucoup investi dans le développement national de missiles longue portée, renforçant ainsi sa capacité à frapper au cœur même de la Russie, à des centaines de kilomètres au-delà de ses propres frontières. Du Neptune à longue portée au Flamingo, l'Ukraine dispose désormais d'armes plus puissantes et à plus longue portée pour infliger d'énormes dégâts aux actifs de grande valeur du Kremlin, y compris les dépôts de carburant, les raffineries de pétrole et les usines de production militaire. Et elle fait un excellent usage de ces armes. Selon Bloomberg, au cours de l'année 2025 par exemple, l'Ukraine a orchestré pas moins de 120 frappes sur des installations énergétiques russes, causant des dégâts d'une valeur colossale de 1000 milliards de roubles. Désormais, des drones et des missiles sont régulièrement lancés depuis des zones de lancement ukrainiennes, pénétrant profondément en territoire russe et détruisant cible après cible. En mer également, les drones et missiles ukrainiens ont forcé la flotte russe de la mer Noire à se cacher, neutralisant environ un tiers des navires ennemis et repoussant les autres. Les navires de guerre, sous-marins, frégates et destroyers sont devenus totalement inefficaces,
offrant à la Russie de moins en moins d'options pour organiser des attaques. Dans les airs aussi, les drones ukrainiens ont abattu des hélicoptères et même des avions de chasse, dont certains valaient des dizaines de millions de dollars. Il y a ensuite eu l'attaque emblématique de l'opération Toile d'araignée en 2025, qui a porté un coup énorme à la flotte de bombardiers russes. Encore et encore, l'Ukraine envoie un message clair au Kremlin. Si vous nous frappez, alors nous vous frapperons encore plus fort. De plus, l'Ukraine a massivement réduit sa dépendance envers ses alliés occidentaux. Elle a toujours besoin de leur soutien, bien sûr, mais elle est aujourd'hui beaucoup plus indépendante et capable de s'assumer seule qu'elle ne l'était en 2022. En effet, depuis le début de l'invasion, le secteur de la défense ukrainien est passé d'une quasi-inexistence à une industrie tentaculaire et immense, avec plus de 1000 entreprises dont la plupart sont privées. Ces entreprises emploient des centaines de milliers de personnes et fournissent le carburant, les munitions et les systèmes essentiels à la machine de guerre de Kiev. Par exemple, 96% des drones utilisés aujourd'hui par l'Ukraine sont fabriqués localement. Il en va de même pour 99% des systèmes robotiques utilisés par l'armée du pays. Les systèmes d'artillerie Bodana de 155 mm produits localement représentent également environ 40% de l'artillerie utilisée par l'Ukraine le long des lignes de front. Plus de la moitié des armes utilisées par l'armée ukrainienne sont maintenant fabriquées en Ukraine. Le pays a également développé son propre réseau de défense aérienne extraordinaire, comprenant de nombreux missiles, plateformes de lancement, tourelles et autres équipements, tous portant le label « Fabriqué en Ukraine ». Et cela ne s'arrête pas là. En 2025, l'Ukraine a autorisé plus de 1300 nouveaux modèles d'armes et d'équipements militaires produits localement. Et des centaines d'autres projets sont en développement, prêts à être déployés contre la Russie au moment venu. Kiev a également accéléré son innovation, en réduisant la paperasserie et la bureaucratie qui interfèrent si souvent dans le processus de développement militaire. Ces industriels ont la liberté de concevoir et de déployer de nouvelles armes et systèmes rapidement et facilement, en répondant au retour des soldats pour améliorer leur création en temps réel. Après la guerre, cette technologie vaudra une fortune pour l'Ukraine, lui assurant investissements, partenariats et accords commerciaux pour maintenir et développer sa stratégie de hérisson d'acier pendant des décennies. En fait, des pays font déjà la queue pour apprendre des entreprises de défense ukrainiennes et acheter les drones et systèmes de défense de pointe du pays. Des plans sont déjà en place pour ouvrir 10 nouveaux centres d'exportation d'armes ukrainiennes partout en Europe en 2026, avec également des usines de production de drones qui ouvriront dans des endroits comme l'Allemagne et le Royaume-Uni. Plusieurs entreprises allemandes et américaines ont aussi annoncé des accords avec des sous-traitants ukrainiens pour développer des drones d'attaque IA et des véhicules terrestres sans pilote. Tout cela témoigne de la capacité inégalée de l'Ukraine à s'adapter. Beaucoup d'autres pays auraient plié et rompu sous le poids écrasant de la vaste force militaire russe. Beaucoup auraient eu du mal à survivre aux premières semaines ou mois d'une telle guerre, sans parler de plusieurs années. L'Ukraine a accompli un miracle. Grâce à la stratégie du porc-épic d'acier, elle est prête à affronter tout ce qui suivra. La Russie pourrait continuer la guerre des mois, voire des années, où Poutine pourrait admettre sa terrible erreur et chercher à négocier un accord de paix réalisable. Dans tous les cas, l'Ukraine est prête, non seulement à se défendre aujourd'hui, mais aussi à se placer dans la position la plus forte possible demain, après-demain et tous les jours qui suivront. Avec un petit budget, des ressources limitées et une multitude quasi infinie de problèmes à résoudre en chemin, elle s'est hissée au rang de superpuissance militaire, forgeant des défenses qui font l'envie de pays du monde entier. Elle a rendu son territoire impossible à prendre et ses lignes de défense impossibles à franchir. Elle a forcé la Russie à se retrouver dans une position où elle doit sacrifier plus d'hommes, plus de ressources, plus d'argent et plus de temps pour conquérir ne serait-ce qu'un mince morceau de terre, rendant tout l'effort de guerre atroce, épuisant et interminable pour les forces du Kremlin. Grâce à cela, l'Ukraine pourrait bien finir par gagner cette guerre. Maintenant, découvrez-en plus sur le plan remarquable de l'Ukraine, pour mettre fin à la guerre dans cette vidéo, qui explore la stratégie en 3 étapes de Kiev, pour éliminer les derniers avantages qu'il reste à la Russie. Regardez cette vidéo pour découvrir comment l'Ukraine utilise des technologies dignes de la science-fiction, dont des robots IA, pour éliminer les troupes russes sur le front. Et enfin, pour être sûr de ne pas manquer d'autres analyses approfondies et de décryptages détaillés comme celui-ci, abonnez-vous dès aujourd'hui à The Military Show.